Bonjour à tous et bienvenue sur FD Media. Podcast Fati est de retour. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de notre série Lire, ça change tout, une initiative du projet Ressources éducatives financée par l'AFD et mise en œuvre par l'Institut français et l'UNESCO. Notre invité de ce numéro est El Hadj Lebon, une personne que j'apprécie énormément. Transmettre à ses enfants leur patrimoine culturel via la lecture, c'est le thème de cet épisode. Et on ne pouvait pas avoir meilleur invité. Bonjour El Hadj. Bonjour maman, vous allez bien? Ça Ça va fait très plaisir aussi. plaisir partagé. Voilà, de voir qu'il y a des structures qui participent à l'essor et la vulgarisation de ce que nous faisons. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir dans nos studios. Et puis, pour démarrer, ma première question, pourriez-vous vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, le vrai nom officiel, comme on dit souvent, c'est Mor Mbeng. Mais le nom d'artiste, c'est El Hadj Lebon. El Hadj, un surnom de tout, quand j'étais tout petit, Lebon, pour faire référence au conte. Pour faire référence au conte. Et justement, la transition, elle est toute trouvée. El Hadj, comment en êtes-vous venu à l'art de conter? Je dirais que c'est un hasard qui m'a fait tomber dans cette soupe-là. J'étais en France pour faire des études en sociologie. Donc j'arrive à l'université, je le raconte souvent. Et on avait affiché une réunion d'intégration des Africains, salle F14. Je rentre dans cette salle, il n'y avait que des Blancs. Je leur ai taquiné un peu, mais comment on peut faire une réunion pour les Africains sans pour autant avoir des Noirs? Ils ont tellement rigolé, à un moment ils m'ont dit, bon, souvent ils ne viennent pas en réunion. Je lui ai dit, désormais vous avez un Noir dans votre groupe. Et après, nous ont dit, bon, comme on a un Noir, le Noir va régler le problème du Noir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit, ouais, il y a un faux bon. Ils avaient programmé un conteur et il n'est pas venu. Donc du coup, je leur ai dit que moi, je suis conteur. Tout en sachant que tout petit, j'étais dans le théâtre et on a grandi dans le cercle du conte. C'est comme ça que cette passion est née. Cette passion, je pense qu'elle a toujours été là, mais c'était en fait le déclic. C'était le déclic qui m'a mis sur scène, mais après, comme là, je viens de vous parler de l'Institut français, je viens de l'Institut français de Saint-Louis pour faire des stages de formation en conte. Donc, quand j'étais là, j'ai fait le conte comme tout le monde le fait, sans pour autant que ça soit vraiment un art. Mais après, je l'ai travaillé de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Je comprends. Alors, pourquoi avoir choisi, El Hadj, de transmettre la culture à travers la lecture et le conte? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce choix? Pour moi, si je m'inspire et essaie de top tanki mamie, il n'y a pas mieux que parler avec un enfant. Pour parler avec un enfant, il n'y a pas mieux que le conte. Et le conte, souvent, se trouvait aussi dans les livres. Donc, à partir de là, non seulement il y a le conte qui se décline sur plusieurs facettes. La lecture du conte, le conte d'une maman pour son bébé même qui pleure à travers des berceuses, le conte d'un enseignant dans sa classe et le conte d'un professionnel qui le fait à un autre niveau. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus fluide et plus interactif que le conte. Comme on le faisait dans notre tradition orale, tout en sachant qu'on n'avait pas des écoles. Ces espaces de conte nous servaient d'espace de formation et tout. Oui, et il y avait toujours moralité de l'histoire derrière, on va y revenir. Mais El Hadj, quelle a été votre première mémoire liée à la lecture, à un conte qui vous a marqué dans votre enfance? Moi, on me pose la question, j'ai envie de dire Kumba Amrek, Kumba Amundek, tellement ma tante m'a conté cette histoire pour me parler un peu de la bienveillance. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué durant votre enfance? Je pense que ça fait partie des standards. Qui n'a pas pleuré devant Dalai Koch quand il faisait Kumba Mday, Voilà. Donc, voilà, on a été bercé par ça, Khanyu Enate, notamment donc Gourguinena, qui a été repris par des chanteurs souvent comme Youssou N'Dour et autres. Vous savez que le conte a toujours été présent, même les chanteurs auparavant, ils reprenaient des contes. Même dans le théâtre, on mettait en scène des contes. Mais c'est sûr qu'on a eu Bouki Elek. Bouki Elek, le fameux Bouki Elek, avec la participation de notre premier président, et Abdoulaye Chadji. Donc voilà, je pense bien qu'on a été toujours dans les contes, même pour nous prévenir et tout ça. Je me rappelle, nous, on habite à Thiès, à côté des rails, et on nous contait des histoires pour nous dire que quand tu t'approches des rails et que tu entends le
le train, si tu ne t'éloignes pas, il y aura une sorte d'aimant qui va t'attraper et tu seras tué par le train. Donc, du coup, C'est une façon de sensibiliser. C'est une façon de sensibiliser. Et tout ça, c'est dans le conte et dans la lecture, je pense, pour un enfant. Voilà. Et là, comment, selon vous, la lecture peut-elle devenir un pont entre les générations pour transmettre un patrimoine culturel? Je pense que c'est c'est le seul pont pour le faire parce que l'ancien écrit et laisse derrière lui et le petit prendra ses écrits et essayer de le lire. Il n'y a pas, il y a pas plus passerelle et plus pont que ça. Oui. C'est-à-dire le seul lien qu'il y a entre ce qui s'était passé du temps de Lat Dior ou autre, c'est les écrits qu'ils ont mis. Donc pour moi, c'est primordial. Oui. Ça ne peut être qu'un pont et une sorte de passerelle. Voilà. Et puis les livres, contes ou récits traditionnels que vous recommanderiez aux parents pour partager avec leurs enfants. Pourquoi? Quels sont les livres de contes et récits que vous voudriez recommander aux parents? Avec Khalam Dissa Diaye, je vais le recommander les contes de El Hadj Lébour. Oui. Donc, c'est un recueil de contes magnifiques. Mais les contes d'Amadou Koumba, pour les conseiller un peu, un jeune qui n'est pas encore habitué à la lecture, il ne faut pas l'orienter vers des contes qui sont longs, des livres qui sont longs. Plutôt des livres avec beaucoup d'images. Je pense bien que c'est une technique. J'ai fait un stage au niveau vers Toulouse cette année dans leur bibliothèque. Et quand j'ai formé un peu les lecteurs volontaires, je leur ai dit tout simplement, c'est simple. Quand il y a un petit qui est là, pour l'intéresser à la culture, à la lecture du moins, il faut prendre des livres avec beaucoup d'images. Oui. Petit à petit, il va s'intéresser à la lecture. Et surtout, ne prenez pas des livres qui sont longs. Parce que l'enfant n'a pas cette patience-là. Voilà, c'est ça. Et puis, avez-vous, hélas, des anecdotes ou des souvenirs ou un livre ou même un conte a créé un moment de complicité entre un parent et son enfant? Des souvenirs, je pense bien que souvent, il y a que ça. Je me souviens toujours d'un conte qui parlait d'un enfant qui est né comme un Tchapacholi. Oui. Ses parents n'ont pas pu avoir d'enfant et d'un coup, il était là. L'unique. L'unique enfant. L'unique, le seul. Auparavant, donc, son père n'avait pas eu d'enfant, sa mère aussi. Donc, il a grandi dans ce cercle-là, mais il ne bénéficiait pas de l'amour parental. Et à un moment, il avait un pouvoir qui faisait disparaître tout le monde. Mais quand le jour où sa mère l'a pris entre ses mains et a chanté Kuiraï Mademba, Sabarga Tchandayan, donc du coup, ça a conjuré ce sort-là et il est devenu un enfant comme tous les autres. Voilà, comme tous les autres. Et puis, en tant que conteur, El Hadj, comment adaptez-vous les récits traditionnels pour les rendre accessibles et captivants? Ça, c'est vraiment votre rôle, c'est votre travail. Vous allez peut-être tout à l'heure nous dire des contes, mais comment vous faites, El Hadj? En fait, l'adaptation, c'est très simple. Il faut prendre le mot dans son sens primaire. C'est-à-dire, traditionnellement, il n'y avait pas d'immeuble. Traditionnellement, il n'y avait pas d'appartement peut-être. On vivait dans des concessions. Quand tu vas l'adapter, pour que l'enfant puisse s'y intéresser, il faut mettre des notions et des termes de sa génération et de son environnement. On dit que dans un conte, il y a pas mal d'éléments. Il y a le thème, la morale qui peut être figée parce que la morale est universelle. Il y a les personnages qu'on peut adapter aussi. Parce qu'à un moment aussi, les personnages, on les adapte. Il y a l'environnement qu'on peut adapter aussi. Parce que l'environnement, quand on parle des Négouniach et autres, maintenant, c'est des gratte-ciel et autres. Donc, à partir de là, il y a le temps, le moment où ça s'est déroulé et pas mal d'autres choses. À partir de là, tous ces éléments-là, il faut les adapter à la réalité de l'enfant qui est là. On peut faire toujours un clin d'œil à cette tradition, mais l'adapter, ça fera vivre même le conte, parce que le conte était en train de disparaître. Parce que c'est resté dans son cocon un peu traditionnel et les enfants n'allaient pas vers là-bas. Oui, ce que vous dites, c'est tellement vrai. Il y a quelque temps, on n'était plus à cette époque vraiment où on était impatient quand même d'écouter des histoires racontées par nos grands-parents, nos tatas, parce que c'était vraiment les grandes familles. À un moment, c'était comme il y avait une petite rupture. Mais ces dernières années, quand même, on a vu une sorte de réconciliation. Parce que ce matin, je l'ai dit à mes stagiaires, je leur ai dit en réalité, à l'origine, le conte n'était pas un art. C'était juste un espace pédagogique. Où la grand-mère, elle ne cherche pas à faire une performance devant ses enfants. C'était un public acquis. Je suis d'accord. Bon, maintenant que ça a évolué, les grand-mères ne sont
plus là, je vais dire, bon, ils sont toujours là, ils sont toujours magnifiques, mais ils n'ont plus ce temps de le faire. Maintenant, le travail est de transformer ce conte qui n'était pas de l'art à un art. Maintenant, c'est faire de la performance, faire une scénographie, faire mettre en scène quelque chose, mettre de la musique pour essayer d'être beaucoup plus présent. Je pense bien que c'est ça qui a fait que le conte va revenir. Et je pense bien qu'on a de beaux jours devant nous. On a de beaux jours devant nous. Et puis, si vous deviez choisir un conte ou une histoire à faire découvrir absolument aux enfants et aux grandes personnes qui vous regardent, lequel serait-ce et pourquoi? Je conterai l'histoire, l'espoir du moins. Ouais, c'est une histoire, l'espoir. Souvent, quand je le conte, je dis, ma grand-mère nous posait des questions. Un soir, elle nous avait posé la question de savoir ce que disent les coqs quand ils chantent le matin. Vous le savez? Est-ce que vous le savez, madame Mme Fatih? Non. Moi, je vais vous le dire à travers un conte. Raconte-nous l'histoire. C'est l'histoire d'un coq qui chantait tous les matins pour parler aux autres, mais personne ne savait ce qu'il disait. Le coq. Oui. Un jour, dans cette savane, vivaient des hyènes. À la tête de ces hyènes, il y avait la matriarche Bouki Boumak. Bouki, à chaque fois avec ses congénères, elle partait faire la chasse. À chaque fois, elle pouvait revenir avec beaucoup de proies. Au cas où elle n'avait pas de proie, elle pouvait voler les proies des autres. Un jour, Bouki, la hyène, la matriarche, s'est éloignée de sa troupe, a attrapé un coq, a goûté à cette chair et l'a trouvée succulente. À son retour, elle s'est mise devant tout le monde et a dit, écoutez-moi les amis, désormais je ne vais manger que de la viande blanche. Ah, bizarre. Bizarre. Elle qui ne sait même pas courir derrière des proies, elle veut maintenant attraper des proies qui volent. Ses amis lui disent, mais tu vas mourir de faim, dinga décrive. Elle a dit, qu'à cela ne tienne, c'est ma décision. C'était comme ça pendant longtemps, maman. À chaque fois, elle pouvait attraper des coqs, des pintades, des cailles et manger. Un jour, du matin au soir, elle n'a pu rien attraper. Elle avait faim. Elle avait soif. Elle titubait, elle tombait et elle s'est adossée à un baobab. Naturellement, elle était fatiguée, elle commence à dormir. D'un coup, elle entend du haut de ce baobab un bruit. Elle ouvre ses yeux, elle se dit, bon, ça doit être une chèvre. Mais j'avais fait une promesse et je veux tenir ma promesse quand même. Qu'est-ce qu'elle avait promis? De ne plus manger que de la viande blanche. Et la chèvre, c'est de la viande rouge. Elle a dit, donc je vais tenir ma promesse, je vais me rendormir. Elle se rendort, mais encore plus belle. Du coup, elle réouvre ses yeux, elle se dit, bon, je suis seule, si je ne mange pas, je vais mourir. Et les baobabs n'ont pas d'oreilles. Je vais attraper cette chèvre, je vais la manger, ni vu ni connu. À sa grande surprise, elle lève sa tête, ce n'était pas une chèvre, c'était un coq. Ah! Elle lui dit, ah, tu voulais me tromper, toi? C'est ça que je te mange. Oui. Le coq lui dit, tu peux attendre jusqu'à fatiguer, je ne vais descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Là, il lui dit, mais, boule-moi fonton. Descends que je te mange, j'ai mangé tes parents. Descends que je te mange. Il lui dit, c'est pas mon problème. Je ne vais descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Elle s'énerve encore pour lui dire, descends que je te mange, tu m'énerves. Hein? J'ai même mangé ton ami, le coq, qui marchait bizarrement là. Ben, c'est pas mon problème. Je ne vais descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Elle lui dit, mais j'ai même mangé ta copine, la poule. Elle lui dit, c'est pas mon problème. Je vais descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Énervé, là, elle lui dit, descends que je te mange, tu n'as plus d'espoir. Espoir, espoir. Et quand le coq a entendu espoir, même, il saute, vient devant la hyène et lui dit, mange-moi. Ah ben, c'est bizarre. Depuis 2 jours, j'arrête pas de te dire, descends que je te mange, tu refuses. D'un coup, tu acceptes.
Peut-être c'est encore un tes piège. Le coq lui dit, s'il te plaît, mange-moi. Il a même pleuré. Il a ouvert la gueule de la hyène et met sa petite tête. Et la hyène pousse encore. Non, je ne te mange pas. Pourquoi je te mange? Le coq lui dit, je vais t'expliquer. Tu m'as dit que tu as mangé mes parents. Il dit, oui, je les ai mangés. Même si c'est difficile, on peut vivre sans ses parents. Car durant toute leur existence, ils ne font que nous apprendre à vivre sans eux. Il lui dit, mais tu es philosophe, c'est très bien ça. Tu m'as dit que tu as mangé mon ami ou bien ma copine. On peut vivre sans son ami et sa copine. Tu m'as dit que tu as mangé même mes voisins, on peut vivre sans ses voisins. Mais quand tu m'as dit que je n'ai plus d'espoir, on ne peut pas vivre sans espoir. C'est pourquoi je veux que tu me manges pour qu'on en finisse. Sans espoir, on ne vit pas. Là, il regarde le coq et lui dit, tu penses que je suis folle? Puisque sans espoir, on ne vit pas, je vais te garder comme espoir. Et tous les matins, tu vas chanter pour dire à tout le monde, levez-vous et allez vers votre espoir, car sans espoir, on ne vit pas. C'est le message. Oui. Je ne savais pas. En fait, ce n'est pas Cocorico qu'ils disent. Les coqs essaient de nous dire, levez-vous et allez vers votre espoir, car sans espoir, on ne vit pas. Mais bravo, bravo, El Hadj. Et puis, ce qui est charmant, derrière chaque histoire, il y a une leçon à tirer. Il le faut. Il faut obligatoirement une leçon. Il y a des authentiques, il y a des gens du conte, des écoles qui disent que il y a des contes sans morale, mais je dis non. On peut le dire ou ne pas le dire parce que nos ancêtres préféraient de temps à autre laisser chacun trouver sa morale. Vous savez, même souvent on utilise les animaux, c'est pas fortuit. Parce que beaucoup on ne peut pas indexer les gens, on ne peut pas frustrer les gens dans un groupe. C'est pourquoi dans le conte, on utilise les animaux. On utilise le truc impersonnel. Et pour que chacun puisse trouver sa propre morale et dire ça, on ne doit pas le faire, ça, on doit le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que nos grands-parents nous disaient. Quand ils finissaient les contes, ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez appris de ce conte? Oui. Et là, les enfants vont dire, ah, mamboy, on ne doit pas toucher au bien qui ne nous appartiennent pas, oui. Donc voilà. Donc voilà, c'est une autre méthode qui fait que l'enfant va trouver sa propre morale, va être conscient de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Mais de temps à autre, il y a des contes où il faut vraiment que la morale soit claire et dite. Oui. Pour qu'il y ait des ordres et même des punitions, pourquoi pas. Oui. Et il y a d'autres contes qui sont des épopées, qui sont des pans de notre histoire où il faut aller rechercher, car on peut vite être un criminel quand on compte des épopées et qu'on ne connaît pas l'histoire. Oui. Car à la fin, au fur et à mesure, celui qui l'attend, qui ne connaît pas cette histoire, va le croire comme vrai. Oui. Au fur et à mesure, on perd l'histoire. Donc, un conteur peut vite devenir criminel. Voilà, un conteur peut vite devenir criminel. Je ne suis pas trop sûre de comprendre. Mais tout à l'heure, vous le disiez, El Hadj Leboun, le conte, c'est avant tout, c'est de l'art. Il y a l'habillement, la guitare, en tout cas, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. Donc finalement, pour être un conteur, il faut vraiment être une personne extrêmement douée. Je le dis souvent il y a une phrase que je dis, pour être un bon conteur, il faut d'abord être un bon acteur. Oui. Parce que le conte s'approche un peu du théâtre, c'est ce qu'on appelle les monologues. Ou par exemple, sur une même scène, le conteur joue plusieurs rôles. Donc à partir de là, il faut vraiment être talentueux. Mais il y en a qui ont des talents que juste avec leurs paroles, ils peuvent te faire voyager. Je peux donner l'exemple de Ibrahima Ndiaye Mame Yaxya Lalo et autres qui restaient sur place et qui faisaient voyager, qui mettaient toutes les tonalités dans leur voix sans pour autant bouger. Mais El Hadj Leboun, lui, il a besoin de se déplacer, de sauter, de rouler, de faire les changements de voix. Donc voilà, mais vous avez parfaitement raison, il faut être talentueux. Voilà, et puis l'héritage, je suppose que ce n'est pas facile à porter. Vous avez cité tantôt Ibrahima Ndiaye Mame Yaxya Lalo qui nous racontait à son âme, qui nous disait des contes à travers la radio. Il y en a d'autres conteurs, d'autres générations. Mais comment vous trouvez la jeune génération de conteurs qui ont pour modèle ou pour référence El Hadj Leboun? D'ailleurs, c'est pourquoi on est en train de lutter pour faire des stages, pour montrer aux jeunes comment on fait pour pouvoir
faire des spectacles de contes qu'on peut vendre partout dans le monde. Ces 2 années, je suis à chaque fois au Festival d'Avignon en France. Et au mois de février, je dois aller encore parce que on essaie d'en faire un art. Mais vous savez que avec Mam Ibrahim Ndiaye Lalo, on a Mam Daourouad, on a Dr Massamba Gueye, qui est aussi notre figure du conte. Il y a Babacar Maïnda, il y a Laman Baye même. Oui. Donc voilà, eux, ils ont un autre style de faire le conte. Oui. Nous, la jeune génération, on est en train de faire autrement et d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense bien que le faire comme ça permet de faire vivre le conte. Alors, quand on parlait du conte, on faisait référence en tout cas à l'oralité. Maintenant, on a des contes écrits et vendus. Mais quel est le rôle de l'oralité dans la transmission culturelle? Est-ce que elle peut coexister avec la lecture? Mais bien sûr, parce que l'oralité, il n'y a pas d'obstacle. L'oralité est beaucoup plus accessible. Quand on parle de livres, celui qui n'est pas alphabétisé a un blocage. Oui. Alors que l'oralité, c'est pourquoi nos anciens étaient extraordinaires. Ils ont pris l'oralité pour que ça soit accessible à tout le monde. Le rôle d'un conteur ou bien d'autres personnes de l'oralité, c'est que à la fin de son chapitre, à la fin de son conte, que tout le monde soit au même pied d'égalité d'information. Que ce soit le petit, que ce soit celui qui ne parle pas, que ce soit celui qui est très beau comme moi, que ce soit l'autre là qui est moche comme notre technicien. Donc tout le monde doit bien comprendre. Oui. Donc à partir de là, l'oralité est une sorte de pan qui est très important avant l'écrit. L'écrit, c'est destiné à un certain groupe, alors que l'oralité, c'est pour tout le monde. Même pour celui qui ne parle pas encore, l'oralité le sert. Voilà. Et celui qui ne parle même pas ta langue, l'oralité le sert. Absolument. Et puis, les défis que rencontrent les parents, les parents aujourd'hui pour transmettre cette culture, comment les surmonter? Parlez-nous de ces défis, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de parents, je vais prendre peut-être mon exemple, l'exemple d'une connaissance, on dit qu'on ne peut plus, on ne sait plus comment faire. En tout cas, on ne peut pas raconter, on ne peut pas dire des contes comme El Hadj Leboun, mais on peut trouver quelques astuces pour retrouver cet environnement convivial au sein de la famille. Quels sont les défis que rencontrent les parents d'aujourd'hui? Alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce que vous avez essayé? Déjà, il y en a pas mal qui disent « je ne peux pas », mais ils n'ont même pas essayé. Vous allez voir qu'une fois qu'on essaie par la lecture peut-être, on essaie de raconter. C'est très simple. Si Mam Fati était parti à Saint-Louis, il revient, son enfant devant lui, maman, comment ça s'est passé votre voyage? S'il raconte son voyage, c'est déjà compté. C'est aussi simple que ça. À partir de là, ce n'est pas inaccessible. La seule chose qui se passe, c'est qu'on ne prend pas le temps de le faire. Ces moments d'échange, après avoir mangé, on pousse le bol et tout le monde est là. Même en sirotant du thé, même en prenant cette cola en nous parlant, c'est ça qui a disparu. Il faut faire des espaces, des temps d'échange avec les enfants. Je le dis à tous les parents, c'est très simple. Je peux vous dire que même le fait que vous n'êtes pas professionnel va rendre l'histoire beaucoup plus attrayante. Prenez un enfant et dites-lui, racontez-moi l'histoire de Luc et autre chose. Quand il commence, tu vas tellement rigoler. Parce qu'il n'y a pas que ni tête, mais c'est des moments d'échange où vraiment il n'y a pas mieux que ça. Donc avec l'innovation des téléphones et tout ça, c'est toujours un problème. Mais on peut créer ces moments-là et nous dire, même si c'est un dimanche où souvent on est ensemble, on est dehors après le repas, on se retrouve et on parle. On échange. Et ça, des fois on l'oublie. On préfère amener les enfants au resto, qui coûte beaucoup plus cher, et pourtant qui n'offre pas beaucoup de relationnel. Alors qu'on peut le faire à la maison. Moi, par exemple, à Thiès, quand je rentre souvent, les enfants me demandent de raconter des histoires. Et tout de suite, tu vas voir que tout le quartier peut venir même à un moment. Parce que c'est le professionnel, mais dans la maison, on peut toujours le faire. Et souvent aussi, donnez-leur la balle, faites des passes. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais raconter, raconte-moi. Et ayez la patience de les écouter. Donne-leur de l'importance, vous allez voir qu'ils vont vous raconter. À un moment, vous allez raconter, vous allez vous rappeler de vos histoires. Absolument. Et puis, on a eu la chance quand même d'assister à une de vos prestations et on a vu quand même l'intérêt
manifestée par les enfants qu'ils écoutent les histoires. Donc, les enfants ont juste besoin d'avoir la personne qu'il faut pour voilà, cette réconciliation dont on parle. C'est comme la lecture, maman. En fait, c'est pas que les enfants ne lisent pas, mais les livres ne sont plus accessibles. C'est pas que les enfants n'écoutent pas les contes, mais les contes ne sont plus accessibles. C'est juste ça. Oui. C'est-à-dire, dans nos maisons, on doit avoir des coins de bibliothèque. Oui. Les bibliothèques étaient partout. Je me rappelle quand on était jeune, il y avait une sorte de bibliothèque municipale, mais qui était accessible. On payait 250 pour y aller. Oui. Chacun y allait. Mais maintenant, on a oublié ça parce qu'il y a les téléphones et tout ça. C'est juste, le problème qui se pose, c'est l'accessibilité. Depuis qu'on a commencé à faire des spectacles qui sont un peu plus interactifs, quand on fait des spectacles, tout le monde vient et on essaiera d'innover et de faire pas mal de rencontres. Pourquoi aller dans des lieux mythiques et faire des spectacles ou par exemple les dimanches après-midi autour du conte. Ouais. On va revenir sur ces projets, mais là, on vous demande juste un autre conte. Est-ce que vous pouvez nous dire un autre conte, une autre histoire? Ah bien sûr, parce que j'en ai beaucoup. Okay. Man dama foogoon ne adduna bi du daraay bàyyi ne ma juum nga adduna bi dara la C'est l'histoire d'un village, non l'histoire d'un serpent. Un serpent qui s'appelait Toutouma Lambaye, qui traumatisait tout un village. À chaque fois qu'il sortait, il piquait par-ci, par-là, faisait des victimes et repart. C'était comme ça pendant longtemps. Tout le village, chacun voulait avoir la peau de ce serpent, car vraiment, ça leur faisait peur. Un soir, tout le monde était dehors. Il y avait clair de lune. Tout le monde chantait, tout le monde dansait. Mandama fogone, aduna bi du daray. Bayne mo junga, aduna bi darala. Ce soir-là, d'un coup, le serpent sort. Il était énorme et tout le monde l'a vu. Du coup, tout le monde court derrière le serpent pour l'avoir. Le serpent court, entre tour et détour, il était nez à nez avec un monsieur. Ce monsieur-là était un chasseur. Il vient vers le monsieur et lui dit, s'il te plaît, aide-moi, cache-moi quelque part. Le monsieur lui dit, toi, dehors, tu es dangereux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, je ne veux pas te cacher. Il lui dit, si tu ne me caches pas, tu seras poursuivi pour non-assistance à personne en danger de mort. Le monsieur lui dit, ah, si tu as affaire mort, à danger de mort, poursuite, je vais t'aider. Ouais. Mais moi, j'ai un problème. Comment te cacher? Je ne sais pas cacher un serpent. Le serpent lui dit, c'est simple, tu ouvres ta bouche et je vais aller dedans. Ah. Déjà dehors, tu es dangereux dedans. Tu vas me tuer. Je te jure, je ne vais pas te tuer. Je serai ton ami à la fin. Ah, donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Le monsieur ouvre sa bouche et le serpent se glissa dedans. Et quelques instants plus tard, les villageois arrivèrent et se mettent devant le vieux et lui disent, as-tu vu un serpent passer? Le vieux dit, non, je n'ai pas vu un serpent passer. En réalité, il disait vrai, le serpent n'est pas passé, le serpent est dans son ventre. Oui. Et les villageois continuèrent leur recherche. Et plus loin, il a toqué à son ventre. Et demandé au serpent de sortir, mais le serpent refuse. Il était triste. Il a même pleuré encore. Moi, j'adore pleurer. Mais le serpent lui dit, arrête de pleurer, tu me déranges, je mange tout à l'intérieur de toi et tu vas mourir. Ah, le monsieur lui dit, non. Mais comment est-ce possible? Moi, je viens de te sauver la vie, tu veux prendre la mienne? Je t'ai aidé au lieu de me dire merci. L'ingame fait. C'est pas mon problème. En cas de vie ou de mort, mieux vaut se placer du côté des vivants. Oui. Le monsieur était là en train de se lamenter. Du haut d'un arbre, il y avait un héron au long bec, qui se nourrit de serpents avec son long cou et son long bec. À coup d'aile, il vient se stationner sur l'épaule du monsieur et lui dit, mais Loïjoy, pourquoi tu pleures? Le monsieur lui dit, j'ai aidé un serpent, je l'ai caché dans mon ventre. Au lieu de me dire merci, il veut prendre ma vie. Je ne vais pas assister à cette injustice.
Je vais t'aider. Tu vas ouvrir ta bouche. Moi, je me nourris de serpents. Avec mon long cou et mon long bec, je vais plonger mon long cou et mon long bec à l'intérieur. Je vais l'attraper, je vais le manger et tu seras sauvé. Aussitôt dit, Tout à fait. aussitôt fait. Le vieux ouvre sa bouche et le héron au long cou et au long bec plonge son long cou et son long bec à l'intérieur, attrape le serpent et le mange. Avant de s'envoler, le vieux lui attrape une patte. Le héron se débat. Le vieux serre encore plus fort. Le héron lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai aidé, laisse-moi partir. Il lui dit, non, je ne peux pas te laisser partir. Aujourd'hui, c'est samedi. Si je n'amène rien à la maison, madame ne sera pas contente. Et madame raffole des hérons braisés. Le héron lui dit, non, je viens te sauver la vie toi aussi. Il lui dit, non, mais moi aussi, il faut que je sauve ma vie, sinon madame ne sera pas contente. Rien à faire, il ligote le héron, le met sur ses épaules et marche en direction de sa maison. Arrivé à la maison, la dame était là, elle était contente. Là, sama nijaay ñëw na lii moo tax rek ma taamu la taamu Matar taamu Amdi taamu Mohamed yow rek laa topp xamoon naa doomu rusloo ci gox gi. Il lui dit, je ne veux pas trop de mots. Tu me gardes le héron, je vais chercher un couteau pour l'égorger. La dame prend le héron, le met là à côté d'elle. Et d'un coup, le héron était en train de se lamenter, lui aussi. Il disait tout simplement, voilà, la vie est tellement injuste. Injuste, oui. Tu aides quelqu'un. Au lieu qu'il te remercie, il ne te remercie pas. Tu sauves la vie de quelqu'un. Au lieu qu'il te dise merci, il veut prendre ta vie. Mais ce n'est pas grave. Ma grand-mère m'avait dit, attention. Tes pires ennemis d'aujourd'hui étaient peut-être tes meilleurs amis d'hier. Et ne sois pas étonné si tes meilleurs amis d'aujourd'hui deviennent tes pires ennemis de demain. La dame a entendu ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne vais jamais assister à cette chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton mari. Je l'ai aidé, je lui ai sauvé la vie. Et au lieu de me dire merci, il veut prendre ma vie. La dame lui dit, non, jamais de la vie, je vais te libérer, tu vas partir. La dame se penche, enlève les nœuds des pattes du héron. Le héron se lève, secoue ses ailes, mais avant de s'envoler, il fixe la dame, lui pique un œil et s'envola avec. La question, quand je finis ce conte, c'est qui est le plus ingrat des trois? Le serpent, le vieux ou le héron? Très bonne question. Là, je suis en train de réfléchir qui est le plus ingrat au final. Au final, souvent, celui qui ne veut pas perdre dit que tout le monde est ingrat. Effectivement. Mais aussi, il y a un autre ingrat qu'on n'a pas cité. Vous le savez, Mam? Non. Qui est ingrat dans ce groupe qu'on n'a pas cité? C'est la femme. La femme. Et c'est un vieux qui me l'a dit. Pourquoi? Il m'a dit, voilà la question. J'ai dit, mais pourquoi la dame, la pauvre dame, elle a perdu un œil et elle voulait aider. Elle voulait juste aider? Eh bien non. Elle a aussi une responsabilité. Quand on te confie quelque chose, ça ne t'appartient pas. Mais n'empêche, je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas la plus ingrate. Elle n'est pas la plus ingrate, mais elle est ingrate. Et pire encore, quand on juge, il faut avoir les deux versions. Qui lui dit que le héros ne disait pas des bêtises. Vous savez, les contes, tout est enseignement, tout est moral. Oui. Pour dire à la fin, oui, il ne faut pas être ingrat, il faut être reconnaissant dans toutes ces couleurs. Quoi. Oui. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre à nos enfants des valeurs. Ah, ça c'est sûr. Alors, quel conseil donnerez-vous aux parents pour rendre la lecture et les contes plus vivants et attractifs pour leurs enfants? Il y a ce qu'on appelle les contes, la lecture animée. Il faut animer la lecture. Vous savez, on est dans une sorte de période où même les bibliothèques sont animées maintenant. On n'est plus dans les bibliothèques silencieuses où, par exemple, non, il y a des animations dans les bibliothèques. Oui. Animez la lecture de vos enfants. Échangez des paragraphes de lecture avec vos enfants. Ne mettez pas l'enfant ici comme une sorte de test ou d'examen. Mettez-vous à sa place de temps à autre. Oui. Donc voilà, que ça soit animé, quoi. Ça, c'est le meilleur moyen. Voilà, le meilleur moyen. Et puis, comment intégrer la lecture et le conte dans le quotidien familial, surtout dans ce monde où les écrans, quand même, il faut le dire, prennent beaucoup de place? Créez des espaces d'échange dans vos maisons. Créez des petites bibliothèques dans vos maisons. Que ces bibliothèques-là soient accessibles. Auparavant, il y a des parents qui avaient leur bibliothèque qui leur était propre, avec les vitres et tout ça, des fois même fermées. Laissez les enfants toucher le livre. Laissez les enfants être au contact du livre et qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes qu'il ne faut pas déchirer la page.
Tant que ce n'est pas accessible, on en revient à ça. Créer des espaces. L'espace n'est pas dédié à ça. Oui. Même le salon peut être l'espace d'échange. Même le salon peut être l'espace d'échange. On peut transformer n'importe quelle pièce, de la maison. Mais bien sûr. Voilà, les couloirs, les vérandas, voilà, la cour, partout. Oui. Et puis un mot pour les parents qui écoutent et qui souhaitent se lancer dans cette aventure, moi j'allais dire de transmission culturelle. Qu'est-ce que vous dites à ces parents-là? Bah, il faut juste, je vais dire un truc qui est un peu difficile. Souvent, tout le monde dit, moi, on me racontait des histoires. Mais est-ce que toi, tu racontes des histoires? Il ne faut pas être égoïste. Faites profiter à vos enfants ce que vous avez profité. Peut-être les histoires que vous entendez vous a forgé de telle sorte que vous avez du mal à forger vos enfants. Oui. Rien que de mettre les histoires, ça peut vous aider dans l'éducation. Racontez à vos enfants des histoires. Même si vous le faites mal, racontez des histoires. On va raconter des histoires. Alors, El Hadj, quel est le personnage de conte que vous auriez aimé rencontrer, enfant? Un personnage. Samba. Samba est le... Parce qu'en fait, je l'ai connu un peu plus tard, même quand j'étais grand. Mais il y avait cette tonalité, la voix de Ismaël Lo qui avait fait qui m'avait incité. D'ailleurs, je l'adore tellement que je le copie quand je fais ma musique. Samba, je voulais raconter Samba, mais aussi Samba Dele Munte Borom Yakubu lui. C'est des histoires authentiques qui étaient magnifiques. Donc voilà, et toujours on rêvait d'être un bourg, hein, parce que les bourgs n'ont jamais tort presque. Donc voilà, à chaque fois ils peuvent retomber sur leurs pattes. Et aussi Luc, l'intelligence de Luc, Oui. qui ne voulait pas être Luc. Le lièvre. Tout le monde voulait être Luc. Oui. Personne ne voulait être Bouki par contre. L'ingratitude, hein? Voilà. Vraiment, l'injustice. Donc l'injustice et tout ça, donc le justicier, parce que dans le conte, il y a toujours le justicier, celui qui va faire que le juste milieu soit là, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, et que ce soit les livres et tout ça, là, il y a une situation initiale où tout est bon, il y a un élément perturbateur qui vient perturber tout. Maintenant, on va revenir à la situation initiale, ce qui fait qu'à la fin, on a la morale qui nous dit, pour revenir à la situation initiale, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Voilà. En bon bengen, si vous deviez choisir entre un plat comme le thieboudienne ou un conte, quel serait votre choix et pourquoi? Je choisirais le conte parce que le conte peut me donner le plat. C'est très profond. Et le plat ne peut pas me donner le conte. Parce que moi, je vis du conte. Mes enfants vivent du conte. Le thieboudienne qu'ils mangent, c'est le conte qui le donne. C'est le conte qui Donc, le donne. de suite, je ne réfléchis même pas. Oui. Peut-être quelqu'un d'autre va choisir le thieboudienne, les djenghen. Oui. Je suis sûr que c'est pourquoi vous êtes étonné de voir que j'ai choisi le conte. Oui, je suis étonnée parce Ah, que vous les êtes un bengen, bengen. tu vois un peu. Mais les djenghen allaient choisir de suite le thieb. Ba yegg ci xooñ bi, hein. En tout cas, merci beaucoup El Hadj pour cet échange et vous êtes revenu sur des choses tellement importantes. Cela nous rappelle notre enfance, cela nous réconcilie quand même avec un pan important de notre histoire. Vous nous parlez du conte, morale de l'histoire, les leçons à tirer, etc., etc. Et aujourd'hui, comment vous trouvez cette jeune génération qui s'intéresse au conte? Vous avez des stagiaires, vous avez des étudiants. Comment vous trouvez cet engouement autour du conte? En fait, c'est magnifique. J'en ai laissé 13 à Saint-Louis, d'ailleurs je vais y retourner. Donc voilà, et je pense bien que même à Dakar, on est en train de préparer d'autres stages pour les jeunes conteurs ici au niveau de l'Institut français de Dakar aussi. Donc pour dire tout simplement que moi je vois qu'ils sont très intéressés. En fait, mais souvent au début, ils se trompent parce qu'ils pensent que c'est très facile, alors que le conte demande les mêmes exigences que le théâtre, que la musique et tout ça. Il faut apprendre, il faut aller se cultiver. C'est même plus dur que les autres contes, parce qu'il y a une responsabilité du conteur. Le conteur n'est pas n'importe qui. Le conteur est responsable de ses mots. C'est pas que du maillet. Donc le maillet... C'est quoi la différence? Le maillet, l'objectif du maillet, oui, même si on éduque, c'est pour faire rire. Alors que le conte peut faire pleurer. Vous n'avez jamais vu un maillet qui fait pleurer? Non, ça fait toujours Donc rire. le conte, son objectif, c'est éduquer, instruire, informer, prévenir, ainsi de suite. Alors que le maillet, même si il y a des morales dans les maillets, c'était les parties récréatives des séances de conte.
Parce que nos parents savaient que la concentration d'une personne ne dépasse pas tant de minutes. Oui. À chaque fois qu'ils sont dans le conte, ils font des maillets. Oui. Il y a un maillet 4 qui est là, il y a un tahuran 4, il y a un fetch 4 Oui. pour détendre l'atmosphère. Oui. Mais le but de cette but bi nekkoon ci jataay bi, c'est la morale. Et la morale n'est pas fortuite parce qu'avant qu'ils ne louent le conte, les anciens du village ont discuté, ont parlé d'un fléau, par exemple Corona ou autre. Ils ont dit il faut qu'on en parle à la population. Qui le fait pour que tout le monde puisse comprendre? C'est le conteur qui va utiliser une méthode pour le faire. Donc ces jeunes-là, moi je suis très fier de ces jeunes-là parce que j'en ai qui sont très talentueux. Je peux vous assurer qu'en 2026, on viendra faire des tournées ici à Dakar, dans vos locaux et partout, pour pouvoir montrer à tout que des jeunes peuvent le faire. Parce qu'à un moment, le blocage était qu'ils pensaient que seuls des adultes ou bien des personnes âgées pouvaient faire des contes parce qu'il y avait ce stéréotype de nos grands-parents qui nous faisaient des contes, de nos oncles. À partir de là, il y avait ce blocage-là. Maintenant, on essaie de démocratiser ça pour dire que même un jeune de 3 ans peut faire des contes et le mettre sur scène. Machallah. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Dans ma carrière, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'attitude de ma famille que je salue. Parce qu'à la base, vous étiez parti étudier la sociologie. Mais pire encore. Vous êtes devenu un conteur. Voilà. Et ça choque, hein? Aller en France étudier, oui. Aller étudier aux États-Unis, la sociologie. Aller aux États-Unis et revenir dire que je suis un conteur, nga porte sa caille et def des contes. Ils n'ont pas compris. J'ai même eu des insultes. Et tout. Au niveau de la famille, oui. Au le niveau de la famille, familial. parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont méchants, ils te veulent du bien, ils ne connaissent pas. Ils comprennent pas. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je ne pense pas que quelqu'un a vu un membre de ma famille que j'intègre dans mes affaires parce que je veux les épargner un peu de cette vie. Mais maintenant, ils sont conscients de ça. Je suis reconnu dans ma famille en tant que conteur. Oui. Donc voilà, les enfants de mon quartier et tout le monde me reconnaissent. Ils vont se dire que tout le monde peut raconter des histoires. Voilà. En tout cas, quels sont les projets de El Hadj Leboun? Les projets de El Hadj, en fait, depuis 3 ans, on avait ouvert un espace qui s'appelait la Case du Conteur au niveau de la Somone, l'espace des arts et de la culture, la Case du Conteur. Malheureusement, on a eu des problèmes avec le propriétaire qui a vendu l'espace. Nous aussi, on a vendu les murs. Donc maintenant, le projet qui s'annonce là, c'est tout faire pour avoir un autre espace. Même si les activités continuent, on va le faire dans les hôtels, dans d'autres milieux. Oui. La Case du Conteur est itinérant en ce moment. On a pas mal de programmes. Mais l'objectif d'ici 2026, de la fin 2026, c'est d'avoir un espace dédié qu'on appellera encore la Case du Conteur. La Case du Conteur. Alors, quel est le livre ou le conte que vous offrirez à vos enfants ou petits-enfants pour un jour spécial et pourquoi? Ne me parlez pas de le livre. Non, moi, j'offre mes contes. Ça, c'est très bien. Moi, j'offre mes contes. Et en plus, j'ai sorti un dernier livre qui s'appelle La princesse et son esclave. Oui. Parce que quand on parle de l'innovation, on l'a sorti. Je vais faire un peu de pub pour Moukat Édition. Avec plaisir. Qui nous a aidés pour le sortir. On a sorti un conte et en même temps, un cahier de coloriage. C'est-à-dire le conte. Il y a un livre de conte. Et après, on a pris les images, on a mis dans un autre livre et l'enfant doit colorier et raconter son histoire. Et en haut, on met, je colorie et je raconte mon histoire avec tonton El Hadj Leboun. Ce qui fait que le travail de conte-là peut être fait avec cette œuvre-là qui est disponible presque partout. Donc, il y a le conte, il y a le livre de conte qui est écrit. L'enfant peut le lire, mettre de côté et prendre un autre livre où tout ce qui est image dans l'autre livre est là, mais on a mis des lignes et tout ça. Il va colorier et raconter l'histoire lui-même. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et puis, peut-être un dernier conte, un de vos contes avant de... Ah oui, il y a un autre conte? Oui. Moi, je pensais que demain, c'est juste peut-être un tout dernier. Un tout dernier conte? Oui, un tout dernier conte, tiré peut-être de votre livre. De mon livre? Oui. Donc, je dirais La princesse et son esclave. Oui. Pour donner un avant-goût, je vais le faire de manière très synthétique. Wow. Pour que ça soit... En fait, il faut dire que dans ce royaume-là, il y avait une fille qui s'appelait Aïcha. Aïcha était belle. Elle était tellement belle que quand elle marchait, les oiseaux suspendaient leur vol. Elle était tellement belle que quand elle marchait, le sol était plat. Il ne fallait pas qu'elle trébuche. Sa beauté était légendaire.
Mais même plus. Elle était tellement belle que même le soleil lui-même, au moment où il descend, si Aïcha sourit, le soleil se relève pour l'observer. Aïcha était la fille d'un roi. Ce roi-là, il était puissant. De temps à autre, ils allaient faire des conquêtes et prenaient des jeunes comme esclaves. Ce jour-là, ils ont attrapé un jeune. Ce jeune-là, il était lui aussi très beau. Il était tellement beau que tout le monde était étonné de sa beauté. Il est dans ce royaume. Un jour, il y avait un prince voisin qui venait demander la main de Aïcha. Mais Aïcha n'était pas amoureux. Mais son père disait que pour avoir la main de ma fille, il faut impérativement passer des tests. Il y avait un monstre dans ce village qui vivait dans une grotte. Et ce monstre-là s'appelait Lumbe Lumbe. Lumbe Lumbe. Lumbe Lumbe. Lumbe Lumbe, le monstre, était effrayant. Un seul œil là. Ses oreilles étaient kilométriques. Ses narines sortaient du feu. Sa bouche sortait du feu. Ses yeux même crachaient du feu. Mais le prince, pour avoir la main d'Aïcha, a accepté d'aller dans cette grotte. À l'approche de cette grotte, ça grondait de partout. Il a tellement crié que le prince avait tellement peur qu'il a fui en laissant son bonnet en bas par terre. Est-ce qu'on ne va pas laisser les autres découvrir la suite dans mon livre? Pourquoi pas? Si vous voulez découvrir la suite, il faut aller acheter le livre. Il faut aller acheter le livre. De El Hadj Leboun. De El Hadj Leboun. Oui, je suis d'accord. Si vous l'achetez, en lisant mon livre, vous allez voir El Hadj Leboun chez vous. C'est ça. Donc, vous avez tous entendu les recommandations d'El Hadj Leboun. Merci beaucoup, très cher, pour d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette conversation. Merci pour cette séance de contes. En tout cas, aujourd'hui, je suis une privilégiée. J'ai écouté de très belles histoires. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture, El Hadj. Mon retour sur Saint-Louis. Merci d'avoir pensé à nous. Oui, des activités avec l'Institut français en ce moment. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous. C'est ce que nous demandons tout simplement. Oui. Vous avez parlé de le problème du conte, la présence du conte, avec des gens comme vous, qui nous invitent dans les plateaux, qui parlent avec nous de ce qu'il y a. On sera beaucoup plus présent devant les scènes et devant les écrans. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci. Merci. Oui, voilà. Merci beaucoup El Hadj Leboun, phénoménal sur scène, phénoménal également dans les studios. C'est tout simplement de l'art. Il nous a parlé de cette grande passion qu'est le conte, puisque c'est un conteur qu'on ne présente plus. Merci également à Ressources Éducatives qui vous a offert cette série de podcasts. On en est au 4e numéro. Ressources Éducatives, c'est un projet financé par l'AFD et mise en œuvre par l'Institut français et l'UNESCO. À très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode dans Fati Podcast. N'oubliez surtout pas, lire, ça change tout.